Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance. Les troubles du comportement alimentaire, en particulier ce duo infernal anorexie-boulimie, dont je me suis beaucoup occupé durant ma carrière, sont pour moi une très belle illustration d'une problématique humaine fondamentale qui est que, au fond, nous pouvons très bien avoir peur de ce dont nous avons très envie, comme si on allait être débordé par son appétence. La vie, c'est quand même une appétence à l'échange, c'est ce qui la caractérise, et en même temps, la peur, par cette appétence, de devenir trop dépendant de l'objet de l'appétence. Et on voit bien que ces personnes, surtout des jeunes filles, mais enfin il n'y a pas que, sont prises entre la tentation boulimique et la peur d'y succomber. Et quand cette peur est trop grande, eh bien, ça aboutit à ce comportement strictement opposé. Alors il faut bien comprendre, je crois que pour faire une anorexie, il faut avoir beaucoup d'appétit. Mais pas d'appétit alimentaire, d'appétit au sens justement vital. La vie, c'est une appétence. La vie, ça se partage, on sait bien maintenant au niveau biologique, entre les circuits appétitifs et les circuits aversifs. Bon. Et on est pris toujours entre ces deux. Pour vivre, il faut aller vers l'autre, et pour vivre, il faut aussi se différencier de l'autre. Et ça, c'est des logiques paradoxales. Il faut admettre que la vie, c'est pas une logique binaire, vous allez vers les autres ou vous vous enfermez. Non, il faut à la fois vous ouvrir aux autres et en même temps rester vous-même. Et au fond, c'est ce dilemme que vont illustrer de façon caricaturale et parfois dramatique ces troubles alimentaires. C'est pour ça que je dis qu'il faut de l'appétit pour faire de l'anorexie. L'appétit, c'est la vie, c'est une chance, mais c'est un risque, parce que beaucoup d'appétit et peu de confiance en soi vont faire craindre en permanence que cet appétit vous emporte plus loin que vous vouliez, vous rende dépendant des autres, vous feront peur d'être décevant, pas à la hauteur de votre appétit. Vous voyez, c'est ces contradictions qui vont créer une angoisse, un sentiment de menace. Et je crois que chez les êtres humains, il faut savoir que, comme chez tous les êtres vivants, mais nous avec en plus cette conscience, d'avoir conscience de nous-mêmes qui caractérise l'humain, eh bien, dès qu'on a trop besoin de l'autre, qu'on se sent menacé aussi par ce besoin même, menacé sur son territoire. Je crois qu'on pourrait prendre cette expression. Je pense que plutôt que de parler de narcissisme, il faudrait mieux parler de territoire. C'est-à-dire que notre territoire, pour l'être humain, c'est devenu exponentiel parce que c'est tout ce qui fait sens à nos yeux, tout ce qui a de la valeur à nos yeux. Et donc ça peut être aussi bien le club de foot que ses parents, mais son corps, son image. Et dès qu'il y a une inquiétude, on va avoir tendance à se protéger, comment? Bien par des conduites restrictives, par des conduites de maîtrise, qui sont des conduites, je dirais, de l'ordre aversif, par opposition à l'appétitif. On va se protéger en se fermant. Alors c'est bien, quand c'est un petit peu, quand on peut moduler, et quand on s'enferme de trop, eh bien c'est là qu'il y a la conduite pathogène qui devient une maladie quand on ne peut pas en sortir. Et quand on s'enferme, c'est pas un choix, c'est parce qu'on a peur, et qu'en se privant, on retrouve une maîtrise qui nous rassure. Et c'est ça qui est le drame d'ailleurs de tous les troubles dits psychiques, qui sont à mon avis beaucoup plus des troubles émotionnels que des troubles mentaux, c'est de se rendre compte que nous sommes débordés et qu'il faut nous maîtriser, mais en nous maîtrisant, on va se couper de ce dont on a besoin, c'est-à-dire cet échange avec les autres qui ferait la vie. On a besoin de se nourrir des autres, et si on ne se nourrit pas, on va s'abîmer, on va être de plus en plus fragile, on va de plus en plus avoir peur, et on va se fermer de plus en plus. Oui, c'est ça, c'est ce cycle-là, non volontaire, mais auquel on est soumis et qui fait la maladie. La maladie, c'est l'enfermement dans une conduite qu'on n'a même pas choisie, hein, et qu'on croit avoir choisie parce que sur le moment, elle nous rassure. Et que c'est pas si fou que ça. C'est-à-dire que pour celui qui vit cela, au moment où il a sa conduite anorexique, il est moins mal. Bon, il est rassuré par cette maîtrise. Un peu comme si vous perdiez l'équilibre, vous vous accrochez, vous êtes moins mal. Sauf que si vous restez toujours accroché à votre balcon, vous ne pourrez pas vivre. Donc, mais lâcher ce moyen de maîtrise est pour elle très très angoissante. Alors c'est là où il y a tout un travail au niveau de l'angoisse, où il y a à la fois des aspects, bien sûr, l'angoisse est à base biologique, bien sûr, mais la biologie, on la contrôle par les psychotropes, mais surtout par la qualité de la relation. C'est-à-dire retrouver une relation de confiance.
plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça la clé quand même, c'est retrouver une confiance dans l'autre et en miroir en soi pour s'autoriser à reprendre ces échanges qui sont indispensables à la vie, tout en restant soi-même, en étant suffisamment confiant de pouvoir trouver la bonne distance. Alors tout ça, ça se construit, ça s'apprend, ça prend du temps, et il faut bien comprendre que, au fond, ça ne devient une maladie que par l'enfermement. On n'a pas à être catalogué malade parce qu'on a eu ce comportement adaptatif qu'est l'anorexie. Et comme tous les comportements dits psychiatriques, tous vont vous priver des échanges dans un des trois domaines qui fondent l'échange du vivant, très schématiquement, c'est-à-dire prendre soin de son corps, développer ses compétences au sens large, développer la sociabilité. Dès qu'on va mal, on se ferme. Alors, un peu, c'est bien, ça nous protège. Si on ne sort plus de la fermeture, vous voyez l'engrenage, c'est ça l'engrenage. Mais on n'est pas pathologique parce qu'on fait une conduite anorexique, c'est pathogène. Comme une tentative de suicide, c'est pathogène parce que ça nous abîme. Et là, je terminerai en disant qu'il n'y a aucune fatalité. Mon expérience me montre quelquefois, après des parcours de, je pense à quelqu'un, des années d'hospitalisation, quelquefois 8 ans, pas en plusieurs épisodes, des suivis de plus de 15 ans, et abandonner ce comportement. C'est possible, donc il faut dire, c'est aucune fatalité. C'est pas bon. Mais c'est vrai aussi que ce qu'on fait nous fait. Et que plus on est enfermé, plus c'est difficile. Quand on a trouvé un moyen, au fond, de fonctionner pas trop mal, et on aura du mal à le quitter. Donc c'est sûr que c'est important de pouvoir même reprendre pour reperdre, plutôt que de rester trop longtemps dans un comportement auquel il va être de plus en plus difficile de se détacher, mais qui n'est jamais, jamais fatal. Ça, et bien se dire aussi que, ouais, c'est pas juste, mais c'est pas fou du point de vue de la personne, puisque ça le soulage. C'est pas juste que pour se sentir moins mal, on soit obligé de s'abîmer. Et nous savons qu'il y a d'autres moyens que d'abîmer, que de maîtriser les choses en s'abîmant, en abîmant son corps, en abîmant ses capacités d'apprentissage, etc., pour se sentir mieux. Nous le savons. Voilà. C'est ça qu'il faut faire passer. C'est pas juste, mais c'est pas fou. Hein. C'est pas fou, mais c'est pas juste. Voilà. Et on sait qu'il y a d'autres moyens et qu'il faut arriver à avoir une relation suffisante de confiance pour que ces personnes fassent confiance, se jettent non pas dans le vide, mais dans la reprise de cet échange d'appétence, hein, au risque bien sûr d'être déçu. La vie, c'est un risque. Bon, c'est le risque que, voilà, ça ne marche pas tout de suite comme on veut, que l'autre vous déçoive, mais ça, il faut savoir le prendre. Et je pense que c'est important de donner ce sens à ces troubles et ne pas en faire quelque chose qui est quand même très, très ségrégatif, de penser que c'est mental. Parce qu'après tout, si c'est mental, qu'est-ce que c'est le mental, vous voyez ? On est très flou là-dessus, sauf que finalement, c'est pas comme tout le monde, c'est anormal, c'est péjoratif. À la limite, si elle voulait, elle pourrait bien changer, ou si elle ne change pas, ben c'est qu'elles sont très folles, c'est qu'elles ne sont pas comme nous. Ben non. C'est plus banal, et nous sommes tous, c'est un modèle grossissant de ce que nous sommes tous aptes à faire, c'est-à-dire, devant la déception, de se fermer, de devenir acteurs nous-mêmes de notre propre déception pour ne pas avoir à la subir. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez et entrez dans la danse. Allez. In Vlaanderen is het aanbod denk ik redelijk voldoende, want het is geografisch niet zo goed verspreid in die zin dat er in zowel West-Vlaanderen als in Limburg geen gespecialiseerde centra zijn. De groep waar het minst of bijna geen zorgaanbod voor bestaat in Vlaanderen is de groep met chronische of ernstige en langdurige eetstoornissen. Patiënten die vaak dienen heropgenomen te worden, vaak met een heel grote, ook naast psychologische, maar ook medische zorgbehoeften. Zodra je deze mensen, de deur openzet voor deze mensen met ernstige en langdurige eetstoornis, krijg je toch een heel grote vraag. Voor deze groep is er echt toch wel te weinig zorgaanbod in Vlaanderen. Een ander
Het probleem waar we mee geconfronteerd worden is het probleem wat men noemt de dubbeldiagnose. Patiënten die naast de eetstoornis nog één of verschillende andere problemen hebben. Ik denk hier bij het samengaan van eetstoornis en autisme, samengaan van eetstoornis en ook ADD en ADHD-problematiek. En ik denk de grootste groep eigenlijk is het samengaan van eetstoornis en ook trauma, psychotrauma, waarbij je ziet dat eetstoornis bijna een soort van overlevingsstrategie is geworden bij deze patiënten. En ja, dat vraagt toch vaak een totaal andere aanpak en insteek in de behandeling. Ja, daar is toch een tekort aan. Ik geloof zeer zeker in herstel van eetstoornis. De cijfers laten dat ook zien, dat 40 tot 50% van de patiënten herstellen. Maar we moeten altijd wel in overweging nemen dat er toch wel een zekere kwetsbaarheid altijd aanwezig blijft. Dus men kan volledig herstellen van een eetstoornis, dat is toch wel een heel belangrijke boodschap. Belangrijk hierbij is en dat komt uit heel veel onderzoek ook naar voren, dat hoe sneller dat er hulp kan aangeboden worden, en dan gespecialiseerde hulp, hoe groter de kans is ook op genezing. En waaruit bestaat dan de juiste zorg? Dat is ook een belangrijke, maar toch moeilijk te beantwoorden vraag, omdat we weten dat zowel voor anorexia als bulimie er nog niet echt een voorkeurbehandeling bestaat van wat dat men moet aanbieden eigenlijk in de zorg. Dus men moet toch voldoende aandacht geven aan het terugleren normaal te eten en de angsten te overwinnen die te maken hebben met de typische eetstoornisangsten. Angst voor een normaal gewicht en terug normaal te leren eten. En binnen een kader, denk ik, waarbij, dat is zeer belangrijk, waarbij men heel veel inzet op het aangaan van een vertrouwensrelatie met de patiënt. En de meeste behandelingen die efficiënt zijn, zijn ook altijd multidisciplinair. Het is niet via één kanaal dat verandering zal komen, maar en daarin denk ik is ook een heel belangrijke taak weggelegd voor de ervaringsdeskundigen en de vereniging zoals ANBN. Naar zowel behandelaars als naar ouders is denk ik de belangrijkste boodschap die ik zou willen meegeven: heb geduld en geef de hoop nooit op. Specifiek naar de behandelaars heb ik misschien ook nog een boodschap dat wij erg perfectionistisch ingesteld zijn, dat we de lat ook vaak te hoog leggen naar de patiënten toe. Stappen in de richting van herstel zijn altijd mogelijk, maar misschien niet in die mate dat we zouden hopen en verwachten. Dus naar onderzoekers zou ik zeggen, de belangrijkste boodschap algemeen, niet in Vlaanderen, maar worldwide eigenlijk. Ik vind dat onderzoekers veel meer zouden moeten praten met therapeuten die vele jaren ervaring hebben. Waar zitten de mensen die echt met patiënten te werken dag in dag uit? Welke vragen hebben die? Op welke vragen zouden die graag antwoorden hebben? Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez et entrez dans la danse. Je suis une ancienne patiente atteinte d'anorexie mentale et boulimie aussi. J'ai été malade pendant 12 ans. J'ai fait beaucoup d'hôpitaux dans Paris, mais aujourd'hui je suis guérie depuis plusieurs années. La prise en charge psychiatrique pour moi elle est importante. J'ai été suivie par un psychiatre et un psychologue depuis le début, depuis mes 17 ans. Et ça m'a permis de travailler énormément sur moi parce que je savais que j'avais un problème, en moi, des chocs ou d'autres choses suivant l'évolution de la vie dans sa famille. On a tous des soucis. Et ça m'a permis de travailler sur mon inconscient et les chocs que j'avais gardés en moi
tout au fond de moi, dans mon inconscient. Ça m'a permis de les faire remonter et de comprendre beaucoup de choses. Et la psychiatrie m'a aidée tout au long de la maladie et m'a même permis d'en sortir. On parle de déclic, on n'y croit pas quand on est dedans, mais pour moi ça a été un peu ça. Ça m'a permis de remonter des souvenirs lointains et j'ai pu comprendre pourquoi j'étais malade. Et j'ai pu comprendre qu'il fallait que j'arrête et ça m'a permis d'en sortir en tout cas. Pour moi, la psychiatrie m'a énormément apporté. C'est très important, le suivi psychiatrique pour les TCA. Les associations complémentaires liées au domaine de la maladie des TCA m'ont beaucoup apporté, m'ont permis de me maintenir entre les hospitalisations, m'ont apporté énormément de soutien. J'ai pu suivre des ateliers de sophrologie, de relaxation, de toucher thérapeutique, diététique aussi, et parfois suivi psychologique complémentaire. Et ça m'a énormément aidé, et ça m'a aidé à la fin, après ma dernière hospitalisation, à reprendre la vie et à continuer à avoir ce soutien en permanence. Parce qu'une fois sorti de l'hôpital, on se retrouve tout seul, souvent, pas pour tous les hôpitaux bien sûr, mais on se retrouve tout seul et là les habitudes reviennent. Alors que là ça permet de prolonger un peu l'hospitalisation mais à l'extérieur en reprenant sa vie normale. Et les associations c'est important dans tous les domaines, autant pour la famille que pour le patient. Moi, pour ma part, à l'époque, il n'y avait pas d'association de famille qui sont touchées par des malades de TCA. Et ça a été dommage parce que j'ai eu beaucoup de conflits avec mon père qui ne comprenait pas ma maladie. Et à l'heure actuelle, il existe des associations, il devrait y en avoir plus d'ailleurs, mais des associations reconnues, pas des arnaques comme il en existe, malheureusement. Donc des associations avec des professionnels ou avec des gens expérimentés qui sont guéris, sûrs et qui ont vraiment les capacités de vous apporter beaucoup et énormément de soutien et de suivi après l'hospitalisation. Et ça c'est très important et c'est à promouvoir davantage. J'ai été malade pendant 12 ans. Et pendant longtemps, j'ai cru que je serais malade à vie. Franchement, c'est une maladie qui vous prend tellement que parfois on est persuadé de ne pas s'en sortir. Et bah c'est faux. Moi je m'en suis sortie, j'ai fait beaucoup d'hospitalisations, donc j'ai pu, entre guillemets, tester différents types de thérapies et d'approches. Je suis tombée sur la bonne et j'ai compris aussi... Parce que justement dans cette hospitalisation-là qui m'a permis de guérir, il y avait ce suivi psychologique, il y avait un suivi très complet à tous les niveaux, corporels, il y avait plein de types de soins et ça apportait beaucoup. Et quand on prend tous les éléments en compte dans cette maladie-là en tout cas, on peut s'en sortir, il faut y croire. Moi j'y suis arrivée, pourquoi pas vous? C'est pas une maladie incurable. Effectivement par la suite... Moi actuellement je dois être vigilante, ça c'est clair, je vais pas le nier, il faut rester vigilant, il faut garder un suivi par la suite, peut-être à vie, mais c'est pas gênant, ça vous apportera beaucoup de bien, mais on peut vraiment en guérir. Si on le veut, on peut, il faut s'armer de patience et s'entourer des bons professionnels. Plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, mais c'est faire insouciance à deux. L'anorexie mentale et la boulimie sont de réelles maladies. Donc ce n'est pas un caprice d'adolescent ou un manque de volonté, il s'agit de troubles qui sont complexes, qui sont souvent de longue durée et qui présentent un risque élevé aussi de chronicité. Il est reconnu aujourd'hui par rapport aux recommandations internationales, c'est un traitement multidisciplinaire donc qui se veut à la fois médical et psychothérapeutique
et que ce traitement soit dispensé par des centres spécialisés composés d'une équipe de professionnels formés à la spécificité du trouble alimentaire, qui travaillent en collaboration et qui s'appuient surtout sur des méthodologies et des stratégies thérapeutiques qui ont été validées empiriquement. C'est aussi important d'intégrer les proches dans les prises en charge et donc faire vraiment attention à ce type de prise en charge spécialisée. On peut dire que ces 20 dernières années, les traitements ont beaucoup progressé, particulièrement pour l'anorexie mentale de l'adolescent et la boulimie. Pour ce qui est de la boulimie, quel que soit l'âge du patient, on peut dire aujourd'hui que la thérapie cognitivo-comportementale est la mieux indiquée. Pour ce qui est de l'anorexie mentale de l'adolescent, là c'est plus la thérapie familiale ou multifamiliale qui donne de très bons résultats et qui peut réduire soit la durée de l'hospitalisation ou voire l'éviter. Alors, par rapport à ces troubles complexes, c'est important aussi de pouvoir les détecter le plus rapidement possible, vu que les études montrent aujourd'hui que plus vite un trouble du comportement alimentaire sera détecté et pris en charge au moyen de techniques modélisées, donc d'une prise en charge spécialisée, plus grandes en seront les chances de guérison. Et donc, à ce niveau-là, les campagnes de prévention actuelles s'adressent davantage à l'entourage éducatif de l'adolescent. Donc là, c'est-à-dire les parents, les enseignants, la médecine scolaire, mais aussi aux soignants de première ligne, c'est-à-dire les médecins généralistes, les diététiciens, les pédiatres. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir former et soutenir ces soignants de première ligne dans leur mission de dépistage et d'orientation rapide vers des structures de soins adaptées pour éviter une aggravation des symptômes ou un engagement dans des traitements inadaptés. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux. Alors je souffre de troubles alimentaires depuis de nombreuses années, avec un passage d'abord d'anorexie et puis c'est passé à des phases de crise de boulimie avec vomissement et de moments d'anorexie plus forts, à variations différentes. J'ai longuement cherché des endroits pour me être soutenue dans le domaine de ce besoin de soins et j'ai trouvé une seule piste il y a plusieurs années, c'était l'hospitalisation qui a permis de pallier à certains manques et puis de mettre en place un suivi psychiatrique qui continue toujours avec une prise de médicaments antidépresseurs pour stabiliser mon état. J'ai continué à chercher longuement un endroit pour pouvoir être soutenue de façon plus globale et c'est seulement en 2014 que j'ai rencontré Nathalie lors d'une conférence et qu'elle m'a parlé d'un groupe de parole qui pouvait se mettre en place où peut-être j'allais pouvoir retrouver quelque chose qui correspondait à mon besoin. Et c'est depuis lors que je fais partie de ce groupe de parole qui se réunit environ une fois par mois et pour lequel je suis vraiment contente de participer, tant à la fois pour pouvoir être écoutée, soutenue, être entourée, être avec des gens qui connaissent ce que je vis, des gens qui sans beaucoup de mots savent ce que ça signifie au niveau émotionnel, au niveau vie avec l'entourage,
au niveau vie de couple. Et ce groupe de soutien m'apporte énormément également dans la mesure où je me sens aussi écoutée en tant que personne ressource, dans la mesure où le fait de travailler sur les différentes formules que j'ai pu trouver pour maintenir une vie correcte malgré la maladie, je peux aussi apporter des choses à ceux qui viennent. Voilà, je pense que ces groupes de parole sont vraiment quelque chose de positif et complémentaire avec ce que proposent les autres systèmes. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez et entrez dans la danse. Allez. Om twee redenen. Eerst als ervaringsdeskundige. Mijn gezin had 17 jaar terug een dochter die leed aan zware eetstoornissen, anorexia. Die is dan ook een 8-tal maanden opgenomen geweest in het ziekenhuis. En als tweede was ik ondertussen verkozen als Vlaams parlementslid en kreeg ik de opdracht van onze partij om te werken aan gezonde voeding en eetstoornissen, gezonde voeding en beweging en dan ook specifiek gewichtsproblemen en eetproblemen bij het ruimere publiek. Vanuit de Vlaamse overheid werden er een paar gezondheidsdoelstellingen aan bod gebracht, waaronder het actieplan Gezonde Voeding en Beweging, die zich bezighield ook met zwaarlijvigheid, obese patiënten en bewegingsarmoede. Eind vorig jaar liep dit actieplan af. In het najaar komt het aan bod in de gezondheidsconferentie en wordt het daar geëvalueerd en wordt het een thema, een gezonde levensstijl, waarin ik nu ook verneem, en ik ben daar heel blij om, dat er ook zal gesproken worden over de verschillende vormen van eetstoornissen. Vanuit mijn eigen ervaring spreek ik dan, dus 17 jaar terug hadden we een dochter met zware eetstoornissen, anorexia. En dan ondervonden wij vanuit ons gezin dat er een blinde vlek was in West-Vlaanderen. Wat wij ook ondervonden is dat ze op een wachtlijst stond. Dus ze werd opgenomen op de dienst psychiatrie, waar ze niet gespecialiseerd waren in eetstoornissen, maar ze was te ziek om thuis te verzorgen. En vanuit het ziekenhuis in Brugge is ze na 2 maanden opgenomen geweest in Kortenberg bij Leuven. Voor ons was dat natuurlijk een heel eind. Nu, wij hebben dat met veel liefde gedaan en wij hebben haar op de juiste sporen gebracht. Maar je ziet toch nog dat er in bepaalde provincies een tekort is om zulke meisjes ook te behandelen. Wat wij ook gedaan hebben in 2011, dat was met de meerderheidspartijen een resolutie in verband met eetstoornissen betreffende het sensibiliseren en het ondersteunend beleid met eetstoornissen. Ik ga het ook nog een keer tonen. En wij hebben dus dat met de meerderheidspartijen gedaan, maar de volle steun gekregen ook van de oppositiepartijen. Dus dat was van iedereen goed gestemd. Waarin ook die punten staan waar er nog tekorten zijn. Een grote partner in zaken preventie, sensibilisering, vroegdetectie en voor eet- en gewichtsstoornissen, dat is de VZ2 Eetexpert. De VZ2 Eetexpert begeleidt mensen, geeft cursussen, geeft vormingsdagen, gaat ter plaatse om eerste lijnhulpers, dat is de dokters, de psychologen, de verpleegkundigen, de zorgverleners, de scholen, de CLB's, om die mensen wegwijs te maken hoe dat zij zo snel mogelijk die meisjes met die problemen kunnen behandelen. Ook hebben ze een pracht van een website, eetexpert.be. En terwijl dat ik nu vandaag ook de kans krijg om te spreken tot jullie allemaal voor de eerste nationale dag der eetstoornissen, zou ik toch iedereen aanraden. Ik als ouder heb het zelf niet zo rap ontdekt. Mijn dochter was al een paar maanden ziek toen wij dat ontdekten.
Maar ik zou zeggen, ga naar de dokter, contacteer de psycholoog, contacteer de scholen, de CLB's. Als je een probleem ziet bij je zoon of je dochter. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux. Donc la thérapie familiale est une des composantes importantes du traitement dans l'anorexie mentale, à l'adolescence en particulier. Historiquement, la thérapie familiale avait été introduite aussi bien en Italie qu'aux États-Unis par des praticiens cliniciens et a ensuite été évaluée dans le domaine de la recherche à partir des années 80 en Angleterre. Et en particulier, une équipe anglaise du Maudsley a montré qu'il était préférable de prendre en charge les jeunes gens en thérapie familiale plutôt qu'en thérapie individuelle, et que des jeunes gens adolescents ayant une évolution de la maladie pas trop longue, de moins de 3 années, bénéficiaient plus de la thérapie familiale que de la thérapie individuelle. Après, d'autres recherches ont été développées dans le monde entier, aux États-Unis en particulier, mais aussi ici en France. Et ce qu'il ressort de l'ensemble de ces évaluations, c'est que la thérapie familiale apporte un plus à la prise en charge habituelle dans le domaine de l'anorexie mentale. Habituellement, les jeunes adolescents en France sont suivis avec un psychiatre référent qui va travailler en collaboration, alors psychiatre référent ou somaticien référent, ça dépend des équipes, en tout cas un médecin référent qui va ensuite se coordonner pour développer un programme de prise en charge qui est adapté à chaque patient en termes d'intensité et de modalité, mais qui va de toute façon impliquer les parents et qui pourra en outre comporter une thérapie familiale et une thérapie individuelle aussi, ce qui est possible. Donc en fait, ce qui a été montré, c'est que si on proposait un programme de traitement classique et qu'à ce programme de traitement classique, on adjoint une thérapie familiale, le devenir des patients est plus rapidement meilleur et se maintient même à 5 et 10 ans plus tard dans une évolution plus favorable. C'est pour ça que dans notre équipe, on recommande la thérapie familiale et en adjonction d'un programme de soins global. C'est-à-dire qu'aucun traitement ne peut être isolé. C'est-à-dire qu'un patient qui souffre de troubles des conduites alimentaires doit avoir un traitement qui comporte une composante autour des aspects psychologiques individuels et familiaux, des aspects somatiques et une aide au niveau de son insertion sociale. Au cours des 10 dernières années, les professionnels spécialisés dans le domaine des troubles des conduites alimentaires se sont regroupés pour essayer, en collaboration avec les associations d'usagers, d'impulser une dynamique constructive au niveau de la construction des filières de soins et que les patients puissent dans toutes les régions de France disposer de soins adaptés en qualité, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des abords multiprofessionnels, et puis en quantité aussi, c'est-à-dire que le programme de soins puisse être adapté en intensité aux besoins des patients et des familles. C'est-à-dire qu'il faut que les patients puissent, depuis une situation d'urgence à une situation stabilisée ou jusqu'à une situation parfois de difficulté durant depuis longtemps, trouver des réponses qui sont adaptées. Et je pense que la mobilisation à la fois des associations, des professionnels et maintenant de la DGES et de la DGS sur ces questions de prise en charge vont faire évoluer les choses rapidement et que l'on va pouvoir développer l'ensemble de ces approches. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux. Enerzijds is dat het stuk zo contact met gelijkgestemde mensen die gelijkaardige doorworstelingen hebben meegemaakt en dat je eigenlijk wel heel wat herkenning vindt bij elkaar.
je merkt ook gauw dat mensen er iets aan hebben. Zodat ze zich al eigenlijk redelijk snel durven openstellen. En dat geeft wel heel veel voldoening. En ook, ja, ik ben zelf van beroep een hulpverlener. En het is eigenlijk wel heel fijn om uw eigen ervaringen ook echt te kunnen inzetten. Enerzijds is dat herkenning en erkenning vinden bij elkaar. Eigenlijk weten en voelen, ik ben hier niet alleen mee, want dat is uiteindelijk wel iets dat je bent al heel een tijd alleen in je hoofd bezig en dan is dat eigenlijk wel fijn om te merken dat er nog andere mensen zijn die dat herkennen. En ook het feit dat je in contact komt met mensen die al verder staan in hun herstelproces. Ik denk dat dat heel waardevol is, omdat dat hoopgevend is. Dat je kunt merken van die mensen staan al zo ver en ik kan daar misschien ook wel ooit geraken en dat eigenlijk wel een extra motivatie geeft. Ik denk op zich zeker van wel. In je eetstoornis ben je heel erg bezig met het idee dat je vaak niks kunt en niks waard bent. Dus ik denk op dat gebied is dat wel heel belangrijk dat dat kan. Maar dat er wel differentiatie nodig is. In die zin dat mensen die meer in het begin van hun herstelproces staan, denk ik dat het belangrijker is dat ze bijvoorbeeld eerder wat praktische dingen kunnen doen. En dat ze zo wel in contact komen met mensen die zelf ook een eetstoornis hebben of hebben gehad. Als ik dan voor mezelf spreek, is dat wel fijn om gewoon te ervaren eigenlijk al heel snel een band die dat je hebt met elkaar. En dat creëert eigenlijk direct een heel veilig gevoel. Ik denk, het is pas vanaf dat je echt wel wat verder staat in je herstelproces, dat je ook al wel wat afstand kunt nemen van je eigen verhaal. Dat je ondertussen ook al wel heel wat ervaringen van andere mensen hebt opgevangen. En dat je daar ook voor een stuk wat theorie aan kunt koppelen. Dat je meer echt ervaringskennis hebt. Dat je dat echt in gesprekken kunt inzetten. Hier moet niks. Op zich zijn er geen verwachtingen. Jij hoeft zelfs niks te vertellen. Ik wil gerust wat over mezelf vertellen. Ik denk dat dat gewoon al de drempel heel laag maakt. Tegenover in therapie bijvoorbeeld, ja, daar wordt er al redelijk snel wel verandering verwacht. Is het van minder eetbuien of gewichtstoename? Dat hoeft hier niet. Mensen kunnen gewoon hier langskomen en contact maken. En ik ben er ook echt van overtuigd dat gewoon doordat zij ervaringen van anderen horen, dat wel de motivatie kan geven om uiteindelijk zelf iets te veranderen in hun eetstoornis. Soms ook zijn mensen gewoon nog niet klaar voor therapie. En dan is het denk ik gewoon goed dat ze wel al hun verhaal met iemand kunnen delen en dat ze daar dan ook niet meer alleen in staan. Ten eerste gewoon al omdat mensen dat ook effectief teruggeven. Dat iets voor hun betekend heeft, dat van belang geweest is. En dan zijn er ook mensen die dat hier wel vaker komen. En waar dat je echt zo van ziet dat die beginnen openbloeien. En dat is heel mooi om te zien en dat is ook heel fijn om te zien. En dan anderzijds ook nog ouders, partners, omgeving die met bepaalde vragen zitten die dat ze niet durven stellen aan hun kind of hun partner of hun vriendin. Die dat ze dan wel hier aan ons kunnen stellen vanuit onze ervaring, dat wij dan een antwoord kunnen teruggeven. En daar hebben ze ook echt wel iets aan. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance. Créer une association n'est pas anodin, mais c'était une évidence pour moi.
Cet acte engagé m'est très certainement venu parce que je n'ai à l'époque pas pu bénéficier de soins spécialisés, car il n'y avait encore aucun service spécialisé dans les TCA à l'époque. Mon mari sera dès lors un des piliers fondamentaux qui mènera à la guérison après bien d'années d'errance médicale. Agir au sein d'une association m'a paru indispensable et c'est devenu un des projets essentiels, tout comme celui de créer une famille. Ce projet associatif, nous l'avons mis en œuvre et concrétisé avec mon mari et quelques bénévoles en créant l'association Anorexie Boulimie Ensemble. Nous agissons au mieux et dans les limites de nos compétences au travers de nos activités pour aider les patients et les proches. Nos contacts avec les professionnels et autres associations nous permettent d'informer, de soutenir et d'orienter au mieux les personnes qui nous en font la demande. Tous, proches et anciens patients, nous avons un parcours difficile mais dont nous pouvons tirer des enseignements. Nous possédons un savoir précieux dès lors que nous arrivons à en parler avec assez de recul, un recul nécessaire à nos activités et surtout à l'intérêt de la personne en demande d'aide. Il me semble essentiel que tous les intervenants, associations de proches, de patients, professionnels, agissent ensemble en bonne intelligence et toute humilité, professionnalisme pour aider au mieux les patients et leurs familles. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez. Il est très important de se saisir politiquement du problème et ce pour plusieurs raisons. La principale étant que l'anorexie mentale présente le taux de mortalité suicidaire le plus important de tous les troubles psychiatriques et que si on la laisse perdurer dans le temps, elle peut avoir des conséquences très graves qui mènent jusqu'au suicide avec un impact aussi bien sur le physique que sur la personnalité, la scolarité, la vie sociale, la vie familiale, etc. Il y a d'autres raisons, par exemple que la fréquence augmente, surtout chez les jeunes et en particulier chez les jeunes filles, et que les troubles se manifestent de plus en plus tôt. On peut rajouter à ça qu'on est dans une société hyper médiatisée, qui sert trop souvent de relais à des acteurs de la mode, à des magazines, qui véhiculent malheureusement trop souvent un idéal de beauté qui est un idéal de maigreur. Et aussi face à des phénomènes plus récents qui peuvent mener à des troubles du comportement alimentaire. Je ne citerai qu'un exemple, celui du thigh gap. Donc ces jeunes filles qui se lancent pour défi d'avoir l'écart le plus large possible entre leurs cuisses, ce qui les amène à devenir de véritables lutteuses de la faim, ce qui n'est pas sans danger sur leur santé. Et donc, toute l'importance, évidemment, aussi bien de renforcer la prévention de ces troubles que d'améliorer la prise en charge de toutes celles et ceux qui sont victimes de ces maladies. Donc par prise en charge, j'entends évidemment une détection qui soit la plus précoce possible pour pouvoir guérir la maladie et éviter des conséquences très graves. C'est tout le sens des 2 propositions de résolution que j'ai initiées et qui ont été votées à l'unanimité, aussi bien au Parlement wallon qu'au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui demandent à nos gouvernements de mieux prendre en compte ces troubles parce que c'est une problématique qui mérite d'être défendue et pour laquelle évidemment je resterai toujours très attentive. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux. Donc au niveau des difficultés, je pense que la première c'est la non-compréhension pour quelqu'un qui est un peu extérieur à tout ça, la non-compréhension des troubles liés à l'anorexie et la boulimie, en fait, d'une façon générale, des troubles psychiques. Donc la première chose, c'est de faire le pas de s'informer pour éviter, avec son conjoint ou avec les proches, de ne pas se comprendre et de passer complètement à côté. Donc pour moi, ce point a été résolu par le fait, à l'époque, de regarder un peu sur Internet, de se documenter, etc. Une autre grosse difficulté auquel on a dû faire face, c'est trouver des personnes de confiance dans le monde professionnel. C'est entre autres pour ça qu'on a créé notre association.
pour essayer de recenser ces personnes de confiance, ces personnes avec une approche professionnelle et si possible expérimentée. Et le fait d'ailleurs de trouver pour moi une personne de confiance et plusieurs personnes de confiance qui ont pu aider ma conjointe, bien sûr m'a aidé moi-même à me décharger d'un certain nombre de choses. La troisième difficulté, je pense, c'est pas des moindres, c'est de sous-estimer la maladie. C'est une maladie qui est très longue, qui peut durer des années, voire des dizaines d'années. Et sur laquelle viennent parfois d'ailleurs se greffer d'autres troubles. Je pense à l'anorexie qui passe à la boulimie, à la dépression qui peut être sous-jacente ou prendre le dessus. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à affronter pour le conjoint. Et de nouveau, l'aide des professionnels, etc. peut aider. Alors ce que ça m'a apporté, par contre, je pense que j'ai découvert pour moi, qui était avec une approche scientifique, avec un esprit scientifique, etc., ça m'a fait découvrir un autre univers avec des relations assez riches, avec des personnes très sensibles, avec lesquelles on peut avoir beaucoup de discussions intéressantes. J'ai appris aussi également, et ça m'a apporté quelque chose à ce niveau-là, à moi-même mieux me connaître, et notamment pour me protéger, par rapport au fait que la maladie est longue, et développer probablement une approche plus empathique avec les gens, donc ce qui est également de nouveau lié un petit peu à la création de notre association Anorexie Boulimie Ensemble, dans lequel maintenant je m'investis. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais parler de cette problématique que nous avons de manière contemporaine, c'est cette compréhension du corps. Aussi bien dans les troubles alimentaires ou dans l'obésité ou dans les régimes, tout le monde s'approprie une dimension du corps qui se réduit la plupart du temps à deux phénomènes, qui est l'image du corps ou alors le poids sur la balance. Et on a tendance à croire que cette balance, comme l'image du corps, peuvent régir complètement notre nutrition. Et ce phénomène-là va conduire bien souvent à des méconnaissances, à des incompréhensions dans la mécanique biologique du corps. Pour cela, la science nous a apporté quand même pas mal de réponses quant au fonctionnement de cet organisme, mais il va falloir comprendre que cet organisme n'est pas cette forme, je dirais, mécanique et cette machine que la science nous interprète, mais c'est aussi quelque chose de vivant. Donc en résumé, on se retrouve avec une population qui confond le corps vivant avec l'image du corps et ou une quantité de poids sur une balance, et la science qui oublie que le corps n'est pas une machine, mais c'est bien du vivant. Et ces deux phénomènes qui sont complètement oubliés vont nous poser de graves problèmes dans les troubles des conduites alimentaires et dans les problématiques de régime ou de perte de poids dans l'obésité. Ces méconnaissances qui vont s'accumuler vont faire que l'individu, comme un ordinateur qu'on éteint et qu'on ferme rapidement, va accumuler une somme d'erreurs ces sommes d'erreurs accumulées vont faire que la machine dysfonctionne complètement sans avoir d'informations correctes et d'idées pourquoi la machine dysfonctionne. Donc il faut reprendre tout à zéro, en comprenant que la science va nous apporter des réponses, mais pas des vérités. À l'heure actuelle, impossible d'apporter des vérités dans la compréhension du corps. Elle le peut au quotidien, juste enlever des idées qui étaient fausses ou des idées qui sont à rediscuter, qui étaient à peu près vraies il y a quelques années et qui le sont moins aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre dans la science, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, il y a une progression permanente de la connaissance. Et de l'autre côté, des patients qui doivent bien comprendre que le corps n'est pas cette image du corps, n'est pas ce poids. Et on ne peut pas décider par simple expérience personnelle ou par simple décision de commencer à réduire son alimentation, parce que là, en effet, vous allez avoir une incidence réelle et permanente sur votre corps. Premièrement, c'est que cette dénutrition qui est organisée par une réduction des prises alimentaires va faire que les énergies consommées sont trop faibles. Étant trop faible, le corps va se mettre dans un fonctionnement
particulier, c'est-à-dire qu'il va vous demander toujours du sucré, toujours envie de manger, toujours avoir la sensation de faim, et vous n'allez pas trop comprendre pourquoi, parce qu'il vous semble que vous mangez bien, malheureusement, parce que vous avez entendu une information à droite et à gauche, qui est la plupart du temps jamais vérifiée, qui est diffusée par des gens qui n'ont pas une spécialité dans le comportement alimentaire, et qui fait que vous accumulez des erreurs, aussi bien que la science au fur et à mesure. Donc reprenons un peu tout à zéro, comprenons que le corps est quelque chose de complexe, qu'on essaye de s'appuyer sur lui, il va nous renvoyer des signaux que sont la faim et le rassasiement, et de réapprendre à nourrir le corps déjà uniquement quand la faim et le rassasiement soient présents, sans considérer une fonction calorique des aliments. Puis dans un deuxième temps, quand vous aurez redécouvert ce fonctionnement classique du corps, comme chez l'enfant, on le nourrit quand il a faim, on lui donne un biberon, et puis quand il a plus faim, on arrête de lui donner le biberon, en retrouvant ce comportement plus naturel, alors là, on peut venir discuter de la diététique et de voir est-ce que les aliments ont une meilleure efficacité que d'autres. Mais seulement après, lorsque vous ayez retrouvé votre comportement adapté sur les sensations du corps. Vous allez voir que plus vous êtes dans cette partie centrale de fonctionnement, moins vous allez avoir des incidences négatives sur le corps, c'est-à-dire soit des envies de manger permanentes avec des pertes de contrôle sur 17 heures, soit vous allez avoir une non-prise de poids parce que vous mangez en quantité suffisante pour votre organisme et là ça se passera mieux. Donc aujourd'hui nous avons besoin de reprendre un peu non pas une possession du corps parce que le corps nous dépossédera toujours de notre raison, il ne réagira jamais comme on puisse l'imaginer. Mais on va essayer de se réadapter, de travailler en cohabitation, aussi bien avec la raison qu'avec ce corps, et vous verrez que ça se passe nettement mieux. Merci. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, amis. Les personnes qui sont concernées par les troubles du comportement alimentaire, que ce soit les personnes elles-mêmes ou bien les proches, ont la possibilité de faire entendre leur voix dans le système de santé, de peser sur les décisions qui sont prises dans le cadre, je dirais, de leur prise en charge. Et pour cela, bien entendu, elles s'appuient sur des associations, associations de personnes concernées par les troubles du comportement alimentaire, des associations de familles, et qui sont réunies au sein d'une fédération qui s'appelle la Fédération nationale des associations liées aux troubles du comportement alimentaire, la FNA-TCA. Cette fédération, bien entendu, est agréée par le ministère, ce qui représente pour les personnes qui sont fragiles, qui sont vulnérables et qui sont touchées par ces troubles, une sécurité, une garantie de qualité, une qualité de l'information donnée, une qualité aussi d'écoute, parce que l'écoute est particulièrement importante. Cette fédération a bien entendu des liens avec l'AFDAS-TCA, cette association de professionnels spécialisés dans les troubles. Un lien pourquoi? Tout simplement parce que pour avoir une prise en charge qui soit de qualité, qui soit sécurisée, il faut que ce lien se crée, il faut que les associations de personnes concernées, les associations de familles puissent travailler avec les professionnels pour justement faire entendre les revendications, les attentes, les inquiétudes des personnes qui sont concernées par ces troubles. Donc en France, de par cet agrément, la fédération pèse auprès des professionnels de santé, auprès des institutions, et a la possibilité de porter un certain nombre de revendications pour améliorer cette prise en charge qui, on le sait, est particulièrement complexe et particulièrement rendue difficile par le manque de structure en France, d'où là aussi un travail de réflexion sur ce qui serait éventuellement susceptible de mettre en place pour suppléer ce qui existe déjà et qui dysfonctionne parfois, puisque la prise en charge aujourd'hui est particulièrement rattachée aux établissements de santé, aux établissements hospitaliers. On a besoin de créer en fait ce lien entre une médecine hospitalière qui est présente, qui existe, qui fonctionne malgré tout, même s'il y a quelques couacs parfois, et puis aussi cette médecine de ville qui aujourd'hui n'est pas en capacité d'accompagner, d'orienter et de suivre ces personnes malades. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent,
plus je suis, plus c'est. Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux. Je crois que c'est un élément important de l'évolution de notre système de santé qui est la place des usagers. Cette présence, elle est absolument déterminante, à la fois pour interpeller, pour pousser les professionnels, l'organisation administrative d'un établissement à se poser des questions qui ne se poseraient peut-être pas si les usagers n'étaient pas là. Les associations, si vous voulez, qui regroupent les usagers, sont naturellement des interlocuteurs permanents. Je crois que c'est un mouvement important, c'est un mouvement qui se structure de plus en plus, et moi je dois dire que je suis très désireux que la place des usagers soit plus grande encore. On en a besoin pour pouvoir justement avoir ce dialogue. Et puis les usagers, de par les responsabilités qui sont les leurs, font bouger le système. C'était